Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré donc au marché de la santé. Ce webinaire de ce matin s'inscrit dans le parcours filière que je vous propose tout au long de l'année, ce parcours filière que j'ai appelé les mercredis de la santé. Donc ce matin, on va parler du marché de la santé en Italie. Bienvenue à Frédéric et à Clara. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir invités, Karen. Et bonjour Merci. à tous les deux. Donc, Frédéric et Clara font partie du bureau Business France Italie et seront donc nos intervenants pour ce matin. C'est mercredi de la santé, tous parcours filière. Nous le faisons en partenariat avec le cluster Biotech et Santé Bretagne. Donc, merci au cluster donc d'être nos partenaires pour ces différents webinaires que l'on va vous proposer jusqu'à la fin de l'année. Le webinaire de ce matin est enregistré. Le podcast sera disponible à partir de juillet, donc vous pourrez le revisionner ou le visionner pour celles et ceux qui n'auront pas eu la chance d'être avec nous ce matin. La présentation qui va vous être faite va être disponible sur la plateforme BCI Info sur notre site web, donc pas de panique sur la prise de notes. Tout ce qui va vous être montré ce matin sera disponible aujourd'hui ou demain au plus tard. Je vous enverrai un mail pour vous transmettre la présentation. Donc, nos intervenants de ce matin, c'est Frédéric Chailloux qui sera l'intervenant principal pour ce webinaire. Frédéric est chef de pôle Art de Vivre, Santé et Communication au bureau Business France Italie. Donc, bienvenue à nouveau Frédéric et merci de partager votre expérience et votre expertise sur le marché de la santé avec nos entreprises bretonnes ce matin. Merci. Comme le veut la tradition, je vais lancer la petite vidéo qui présente Bretagne Commerce International. Ça dure 4 petites minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international ? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant.
avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Vous avez entendu, la petite vidéo vous parle notamment de l'Open de l'International. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le 5 juillet prochain. Comme l'année dernière, on va vous proposer une version online de l'Open avec une amélioration par rapport à l'édition 2020. C'est que cette année, en plus des rendez-vous B2B entre entreprises bretonnes et avec nos prestataires agréés à l'étranger, on vous proposera aussi des ateliers thématiques, des tables rondes et beaucoup d'autres modules qui seront disponibles lors de cette Open de l'International 2021 online. Vous recevrez un email comme chaque année pour vous connecter, vous inscrire en ligne. Les inscriptions sont totalement gratuites, mais obligatoires sur la plateforme de l'Open de l'International. Donc, vous recevrez un mail le moment venu pour pouvoir vous inscrire à cet événement le 5 juillet prochain. Ici, je ne m'attarde pas sur cette slide, donc ça répertorie tous les différents services que vous pouvez retrouver sur la plateforme BCI Info. Je vous laisserai regarder ça lorsque je vous enverrai cette présentation. Mais bon, la plupart d'entre vous connaissent déjà les différents services que l'on vous propose au travers de cette plateforme BCI Info. Je vais céder la parole à Frédéric. On va rentrer dans le vif du sujet. Pardon. Donc, l'objectif de ce matin, c'est de dresser un panorama général et global sur le marché de la santé en Italie. On va parler des medtech, de la pharma, de l'e-santé, des dispositifs médicaux. Enfin, je vais laisser Frédéric, notre expert, balayer toutes ces différentes filières au cours du webinaire. On va vous montrer quelles sont les différentes opportunités d'affaires et de partenariat, quels sont les acteurs majeurs du secteur de la santé en Italie, quels sont les réseaux, un petit point réglementaire et homologation. Voilà, tous les points clés majeurs que vous devez avoir en tête pour bien aborder le marché de la santé. On va essayer de dresser tout ça ce matin et de vous apporter des éléments clés, des éléments importants pour une meilleure compréhension du marché. Une chose importante durant ce webinaire, n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Ce webinaire, c'est le vôtre, c'est votre moment, un moment privilégié au cours duquel donc, vous pouvez poser vos questions, partager vos expériences, vos avancées dans vos courants d'affaires sur le marché italien. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, soit en écrivant vos questions avec le petit module questions-réponses, soit en levant la main pour que j'active vos micros. Le webinaire se veut interactif, donc surtout, n'hésitez pas à intervenir. Et puis, autre chose importante, si les questions ne vous viennent pas là pendant le webinaire, sachez évidemment qu'on est à votre entière disposition. Après le webinaire, c'est très facile d'organiser une visio avec Catel, votre chargé d'affaires BCI, et puis avec Frédéric pour approfondir certains points voilà, et répondre à certaines problématiques que vous pourriez avoir pour aborder le marché dans votre secteur d'activité. Donc, le mot d'ordre, c'est qu'on est à votre entière disposition. N'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole et puis à demander un rendez-vous par la suite. Frédéric, je vais vous donner la main pour que vous puissiez balayer vos diapos et puis la parole est à vous. On peut rentrer dans le sujet qui nous intéresse ce matin. C'est à vous. D'accord, merci Catel. Karen, excusez-moi, je travaille souvent avec Catel qui suit la filière santé et qui nous met en relation avec les entreprises de la Bretagne. Donc, moi, je suis Frédéric Chailloux, je suis responsable du pôle des biens de consommation et de la santé
au bureau de Milan de Business France qui couvre le marché italien. Et je suis également co-animateur avec le CEO de Ipsen du club Santé Italie qui réunit 26 filiales françaises installées en Italie dans le domaine de la santé et des services de santé. Donc, je vais rentrer dans la présentation. L'idée, c'est, comme le disait Karen, d'aborder un peu tous les sujets puisque vous êtes d'origine et vous travaillez dans des secteurs différents de la santé, qui est un sujet très vaste. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez aller un peu plus en profondeur sur tel ou tel aspect. Donc, passons à… Voilà. Alors, commençons par tracer un cadre rapide de la population italienne. La population italienne est de un peu moins de 60 millions d'habitants, plutôt en baisse en raison d'une très faible natalité. Et la crise Covid en 2020 a ultérieurement fait baisser ce taux de natalité. L'âge moyen est de 45 ans, ce qui veut dire qu'en fait, il y a 5 personnes de plus de 65 ans pour un seul enfant en dessous de l'adolescence. Donc, clairement, cette situation amène des problématiques de santé spécifiques. Bien sûr, la prise en charge du grand âge, mais également le développement des maladies chroniques. Les principales sont l'hypertension, l'arthrite, l'arthrose, le développement des allergies, ces maladies chroniques représentent une dépense au niveau italien, dépenses publiques et dépenses privées, au total de 67 milliards par an, est en croissance. L'autre point important, c'est la dépendance. 3 millions de personnes sont dépendantes en Italie, donc 80% sont des personnes âgées. Cette dépendance n'est pas forcément prise en charge par l'État. En réalité, 11% des familles italiennes ont une personne à charge. Donc, je disais une personne âgée, mais ça peut être une personne handicapée, une personne avec des problèmes psychologiques. La plupart des familles prennent en charge ces personnes dépendantes au sein de la famille, à domicile. Et pour cela, les 2/3 des familles qui ont une personne dépendante reçoivent une aide mensuelle de l'État qui absorbe une grande partie de la dépense sociale de l'État. C'est une aide de l'ordre de 520 euros par mois qui permet à ces familles de payer une partie, une formule qui, on reviendra là-dessus, est disons, alternative à l'hospitalisation. Au niveau géographique, on a 5 régions, la Lombardie, la Vénétie, le Latium, la Campanie et la Sicile, qui regroupent 50% de la population. Mais en fait, on revoit depuis maintenant quelques années une nouvelle émigration du sud vers le nord, et donc avec une baisse de la population du sud et une croissance de la population dans le nord et dans la région du centre de l'Émilie-Romagne, autour de Bologne. Donc, alors, continuons. Le système de santé publique italien est assez récent puisqu'il a été créé en 1978. Avant 1978, il n'y avait pas de santé publique gratuite pour tous. Chaque personne était identifiée par son activité professionnelle et cotisée à une assurance privée ou associative qui couvrait ses besoins de santé. Ce système était profondément injuste en laissant de côté une grande partie de la population italienne. Et puis, il est arrivé également que certaines mutuelles sectorielles fassent faillite. Donc, en 1978, l'État a décidé d'instituer un système de santé publique en copiant un peu le modèle anglais et en tenant compte de spécificités de l'organisation géopolitique italienne qui est une grande régionalisation. Donc, comment est organisé le système de santé italien? En gros, on a 3 niveaux d'intervention. On a l'État
qui détermine les niveaux essentiels d'assistance, LEA, qui sont les niveaux auxquels tout citoyen italien a le droit d'accès, quel que soit son lieu de résidence. Et par ailleurs, l'État, au-delà des activités régulatoires, a également un rôle de financement de la santé publique, et l'État transfère aux régions les fonds pour la gestion de la santé que les régions mettent en place localement. Les régions elles-mêmes s'appuient sur des aziende sanitarie locales. Donc, ce sont souvent des sociétés de droit public qui intègrent plusieurs centres de soins, éventuellement plusieurs hôpitaux. Et puis enfin, on voit l'intervention des mairies, dont le rôle est limité à l'apport de prestations d'assistance sociale. Donc, les deux systèmes sanitaires et sociaux sont distincts en Italie. La dépense publique totale est de 204 milliards d'euros, une grande partie donc financée essentiellement par l'État, 154 destinés à des prestations sanitaires, 42 à des prestations sociales, et puis 7, ce sont des coûts fiscaux indirects liés à cette dépense. Et ce sont essentiellement de la TVA. Si on reprend les 154 milliards, on voit que la dépense publique est à 115 milliards et la dépense privée varie selon les estimations qu'on en fait et ce qu'on met dedans entre 34 et 40 milliards d'euros. Ce qui est important. Et en plus, la dépense privée augmente plus rapidement que la dépense publique. L'État a une activité, je disais, régulatoire, donc une agence du médicament qui est l'AIFA, une agence plutôt dédiée à la recherche, mais également aux dispositifs médicaux qui est l'Istituto Superiore della Sanità. Une agence qui avait un rôle un peu défilé jusqu'à présent, mais qui prend une importance croissante, c'est l'AGENAS. L'AGENAS avait une mission un peu d'observatoire et de coordination des activités des régions en matière sanitaire, mais on se voit confier maintenant une activité croissante de Health Technology Assessment qui l'amène à évaluer les nouvelles parcours thérapeutiques, les nouvelles technologies et du coup d'orienter les protocoles inclus dans le LEA et également la prise en charge ou non de nouvelles technologies par le système national de santé. Malgré une dépense par personne qui est plutôt faible, le système italien est considéré par des organismes internationaux, donc, dont l'OMS, comme particulièrement efficace. L'OMS le classait comme second meilleur système dans le monde après la France, mais bon, c'était en 2014. Et puis Bloomberg en 2018 l'a classé comme troisième meilleur système pour l'efficacité de la dépense. Au niveau régional, donc, la Constitution reconnaît un certain nombre de compétences exclusives aux régions. La santé en fait partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 20 régions et les 2 provinces autonomes italiennes ont une autonomie financière et de gestion de leur système de santé. Elles doivent bien sûr respecter les LEA fixés par l'État. L'essentiel de leur budget provient de transferts qui arrivent de Rome, mais ensuite, eux-mêmes peuvent, au-delà de l'EA, décider de faire, par exemple, des campagnes de prévention qui ne sont pas obligatoires au niveau national, peuvent décider de collaborer avec des structures privées de soins ou pas, mettre en place, par exemple, leur système d'information, leur système informatique de suivi de leurs prestations. Les régions financent donc les ASL, dont le nom peut changer en fonction des régions.
ASL, aziende sanitaria locale, et parfois c'est ATL, aziende territoriale locale. En fait, ce sont des structures juridiques qui administrent à la fois des hôpitaux, des centres de soins diurnes, des dispensaires, et puis la médecine de base, c'est-à-dire la médecine généraliste. Les régions gèrent également des ADN hospitalières, sont des hôpitaux d'une taille importante qui ont des caractéristiques spécifiques qui fait qu'elles ne sont pas rattachées aux ASL, mais qu'elles ont un financement, une autonomie propre. Ce qui est important de voir, c'est qu'en Italie, les hôpitaux sont financés non pas par des dotations fixes de fonctionnement, mais à prestation. Il y a des tarifs régionaux pour les DRG, Diagnostic Related Groups, qui intègrent une prestation complète et forfaitaire. Les ASL, par contre, sont financés plutôt au nombre de personnes assistées, le nombre de personnes qui sont la population qui est rattachée à une ASL, et également avec des financements spécifiques pour couvrir, par exemple, certains soins, la prévention de la dépendance des drogues, le planning familial, etc. Les IRCCS sont importants, sont des structures qui peuvent être publiques ou privées, qui ont une activité de recherche. Donc, elles reçoivent non seulement, sont également des hôpitaux, ils reçoivent non seulement un financement pour les soins qu'elles donnent aux patients, mais également pour financer leur activité de recherche. Et en particulier, ils sont intéressants pour les entreprises parce qu'ils sont en première ligne pour mettre en place des pilotes et qui peuvent ensuite être, dont les résultats peuvent être ensuite pris en compte par l'État pour modifier les LEA ou alors pour conseiller, émettre des lignes guides qui vont orienter les choix thérapeutiques de chacune des régions. Les clusters régionaux, on est dans une organisation en Italie où l'État n'est pas très fort et ne s'occupe pas beaucoup de politique industrielle. Donc, les clusters sont plutôt récents. On peut dire que ce sont plus des incubateurs que des clusters. Il y en a 13 en Italie qui sont régionaux. Ils sont réunis au sein d'un cluster national qui s'appelle ALISE, qui est basé à Rome. Les plus importants clusters se trouvent en Piémont avec le Bioindustrie Park, en Lombardie, même s'il n'y a pas un lieu géographique pour ce cluster. Le cluster s'appelle Cluster Lombardo Scienze della Vita. Et également en Toscane avec la fondation Toscane Life Science. Voilà, donc sur les éléments régionaux et nationaux. Est-ce qu'il existe, Frédéric, pour la cartographie des différents clusters avec leurs spécialités, un lien web, un site web qu'on pourrait transmettre aux entreprises avec la cartographie des différents clusters et puis leur spécificité? Est-ce que ça existe? Oui, en fait, on le retrouve sur le site internet de ALISE, dont l'activité est justement de coordonner l'activité de ces clusters. Il y a une spécificité sectorielle dans les clusters. C'est purement une activité régionale. Donc, il faut intégrer l'ensemble de la santé avec une orientation au développement des startups. Le son est mauvais, Frédéric, on ne vous entend plus du tout. Ah bon, vous ne m'entendez pas? Ça coupe énormément. Ah bon, pourtant je suis au bureau, donc j'ai la fibre optique. Si vous pouvez juste répéter ce que vous venez de dire à propos du site ALISE. Oui. Donc, le rôle d'ALISE, c'est de coordonner ce n'est pas un cluster en soi, c'est une organisation qui coordonne l'activité des clusters. Les clusters n'ont pas
d'activités sectorielles marquées. Elles couvrent l'ensemble du spectre de la santé et ont un rôle essentiellement d'accompagnement des startups et d'animation de la communauté des entreprises et des universités au niveau régional. D'accord. D'accord. Bien. À côté de ce système public, avec l'État et les régions, on reviendra sur les aspects réglementaires tout à l'heure. Je voulais un peu vous expliquer qui sont les acteurs plus privés de la santé en Italie. Bien sûr, à côté des hôpitaux publics, on trouve des cliniques et des centres de diagnostic. En tout, on a 1000 structures d'hospitalisation en Italie. On a parmi eux 51%, 52% sont des hôpitaux publics, les autres sont des cliniques. Il y a une répartition un peu naturelle du rôle de ces acteurs publics privés. Bien sûr, le public prend en charge 100% des activités de santé de prévention, donc tout ce qui est screening et par exemple vaccination. Elle prend en charge également 82% de l'hospitalisation. Par contre, le rôle du secteur privé est particulièrement important sur le diagnostic et en partie également sur les interventions chirurgicales en déhospital. Le secteur privé absorbe 20% de la dépense publique nationale sous forme de convention. Une structure, selon les régions, la région peut choisir ou ne pas choisir de travailler avec des structures privées. On se retrouve par exemple en Émilie-Romagne avec une très faible coparticipation des opérateurs privés, et alors qu'en Lombardie, on a une très forte collaboration entre public et privé sur la base d'accords, de tarifs et également de plafonds de dépenses annuelles qui des structures à la région. Au niveau de l'assistance, donc la prise en charge de personnes fragiles, on trouve 3400 structures en Italie qui hébergent 300 000 personnes âgées et qui, là encore, sont financées en partie par les régions. Toute la partie sanitaire qui doit, par décision de loi, représenter 50% du tarif journalier de prise en charge des personnes est financée par les régions avec des fonds publics. 50% de la partie plutôt sociale, hôtelière, de la prise en charge des personnes et à la charge des familles. Lorsque la famille n'est pas en mesure, ou lorsque le patient ou la famille n'est pas en mesure de payer ce tarif journalier, la famille peut demander l'intervention des mairies qui vont couvrir cette partie hôtelière du tarif journalier. Au niveau des médecins, parce qu'en France, ce sont les professions libérales, on a une situation un peu différente en Italie, parce que le médecin généraliste, ou médecin de famille, selon le terme italien, est de fait un employé public, dans le sens où il est en théorie indépendant, mais en fait, il est financé uniquement 95% par la région, par son ASL d'appartenance, qui lui paye un forfait annuel correspondant au nombre de personnes dont il a la charge. Donc, généralement, les médecins de famille qui sont maintenant difficiles à trouver, 1500 patients à sa charge. Et il reçoit à peu près 50 € par an
pour s'occuper des patients. Et sa rémunération est totalement versée par l'ASL et elle n'est pas variable en fonction de l'accès ou non au service. C'est-à-dire que si une personne va voir son médecin de famille toutes les semaines, le médecin sera payé exactement la même chose que pour une personne qui ne vient jamais le voir. Alors, excusez-moi, j'ai un message qui me dit que mon parleur ne fonctionne mal. Est-ce que vous pouvez me dire si… Oui, effectivement, le son est assez mauvais, ça grésille et ça coupe, Frédéric. Peut-être en vous rapprochant un peu plus de votre micro, si vous pouvez. Le test qu'on a fait au préalable était bien, mais là, c'est vrai que par moment, on vous entend vraiment, vraiment mal et ça coupe, on ne comprend pas ce que vous dites, en fait. Votre micro est coupé, là, Frédéric. Si vous coupez votre vidéo, sinon, Frédéric, peut-être que ça va augmenter la qualité du son. Là, on ne vous entend pas du tout. Votre micro est coupé. Ouvrez votre micro, Frédéric, on ne vous entend pas. Bon, désolé pour ce souci technique. Excusez-moi, je n'avais pas la main pour reprendre le micro. Attendez. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Là, on vous entend bien. Pour l'instant, ça va. Je ne sais pas, j'ai mon micro muet. Là, on vous entend. Hein. Là, votre micro est ouvert, on vous entend. A priori. Vous m'entendez? Oui. OK. Oui, oui. Désolé. Bon, ben, je peux continuer comme ça, avec le micro comme ça? Eh bien, essayons. OK. Donc, je redescends. Je vous laisse repasser en plein écran et puis on a une question qui vient de tomber. Allez-y. Une question alors de je ne sais pas qui, c'est un numéro qui s'affiche, je ne sais pas qui pose la question, désolée, je ne peux pas identifier le participant qui pose la question, mais la question est la suivante, les 3400 structures d'assistance sont-elles des équivalents de nos EHPAD? Oui, absolument, ce sont des EHPAD et la partie publique est très faible, la partie associative est encore très importante et on assiste en ce moment à une forte, enfin une tentative de concentration au sein de structures privées, parmi lesquelles on trouve Corian, Orpea, Colisée et quelques groupes italiens. Ce sont nos EHPAD, en sachant qu'il y a une différenciation entre les structures, entre des RSA qui sont des EHPAD, mais également des structures de prise en charge de personnes en fin de vie ou de grande dépendance, qui ont des tarifs différents, mais ce sont l'équivalent des EHPAD, effectivement. Donc, je vous disais, le médecin famille, le médecin généraliste était ici un employé public pratiquement et il a un rôle très limité dans la mesure où c'est le médecin auquel on doit obligatoirement s'adresser pour accéder à la santé publique, que ce soit du diagnostic ou des visites spécialisées. Au niveau des spécialistes, en fait, là, on voit bien une différence très forte avec le système français, c'est-à-dire que les spécialistes publics ne reçoivent qu'à l'hôpital et ne reçoivent les patients que sur prescription du médecin de famille ou sur, bien sûr, l'entrée aux urgences. Et les médecins les spécialistes qui exercent en ville sont des professions libérales
complètement privés, avec aucune prise en charge de leurs prestations par le système national. Ils fonctionnent, ils sont nombreux pour, je dirais, deux raisons. La première, c'est que dans beaucoup de régions, on a des queues pour l'accès aux spécialistes et aux prestations de diagnostic, qui fait que les Italiens, pour aller vite, peuvent décider de payer de leur poche et avoir accès à un spécialiste privé. Et puis, dans un certain nombre de cas, les patients préfèrent choisir leur médecin traitant, leur spécialiste, parce qu'ils ont une confiance, où ce spécialiste a une renommée et qui lui permet d'avoir une clientèle privée. Les pharmacies, on en compte 19 000 en Italie. Leur particularité, c'est qu'elles sont la plupart du temps indépendantes. Une loi jusqu'en 2015 interdisait la concentration de la propriété de plusieurs pharmacies au sein de sociétés de capital. Donc, en fait, les pharmacies, encore en Italie, sont des pharmacies gérées par un pharmacien, donc indépendantes. Ceci dit, des investisseurs étrangers, depuis que la loi a été modifiée, sont arrivés et ont commencé à créer des groupes de pharmacies. En réaction, des pharmacies se sont unies autour de centrales d'achat gérées par des grossistes. Mais même si la tendance est vers la concentration, on a aujourd'hui encore un réseau de pharmacies essentiellement indépendants en Italie. Les entreprises, le rôle de l'Italie dans le domaine de la santé est très important. L'Italie est le premier pays producteur de médicaments en Europe, enfin dans l'Union européenne, et en Europe derrière la Suisse. On a quelques grands labos, même si aucun n'a la dimension des Suisses ou même de Sanofi, Menarini, Chiesi, Recordati. On a également beaucoup de producteurs de dispositifs médicaux, mais là encore, les entreprises sont plutôt de taille petite, avec une forte concentration dans le nord du pays, Amplifon, qui s'occupe d'audition, Diasorine, Esaot, Braco, etc. La force de la production italienne dérive de la présence énormément de sous-traitants qui travaillent pour le compte de grands groupes internationaux. On considère que 50% de la capacité de production de médicaments en sous-traitance se trouve en Italie. Et puis, en Italie comme en France, les biotech sont en croissance, mais sont le fait essentiellement de micro ou de petites PME, dont j'ai cité là quelques noms. Un rôle important et assez différent de la France est à attribuer aux concessionnaires et aux grossistes qui ont en charge la répartition intermédiaire des médicaments et des produits destinés à la pharmacie. Là encore, l'Italie est caractérisée par un grand morcellement de la logistique et la distribution, puisqu'on compte 150 concessionnaires et grossistes de la pharmacie en Italie. On a une question, Frédéric, une question de Sylvain. Pouvez-vous dire un mot sur les farmacia comunali? Oui, alors, en fait, dans les 19 000 pharmacies qui sont des officines en ville et auxquelles il faudrait rajouter les pharmacies hospitalières, il y a un certain nombre de mairies qui avaient créé des pharmacies pour couvrir des manques du privé. Elles sont surtout présentes dans le nord de l'Italie, mais on peut considérer que c'est un héritage de l'histoire et que actuellement,
dans certaines régions, ces pharmacies communales ont rejoint des groupes privés. Donc, elles ne sont pas très nombreuses. Elles sont importantes dans certaines régions, comme en Émilie-Romagne, en Vénétie, en Lombardie, mais elles n'ont pas tendance à se développer, elles ont plutôt tendance à rejoindre les groupes privés. Sur les pharmacies, parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup certains des participants à la réunion d'aujourd'hui, on voit que les pharmaciens ont deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ouvre de plus en plus de pharmacies, même si les associations professionnelles tentent de limiter ces ouvertures. Mais malgré tout, le nombre de pharmacies a tendance à augmenter. Et d'autre part, se développe aussi beaucoup la vente de médicaments génériques qui ont une marge beaucoup moins intéressante pour les pharmaciens. Pour réagir à cette situation, les pharmaciens ont commencé à ouvrir leurs officines à des produits de parapharmacie ou de dermocosmétiques. Mais ils le font à contre-cœur et ils le font sans support marketing, puisqu'ils ne sont pas organisés au sein d'organisations et du coup ont un niveau de formation, un niveau de service qui est extrêmement bas. Et donc, on trouve des produits de plus en plus nombreux et qui représentent un chiffre d'affaires de plus en plus intéressant, important pour les pharmaciens au sein des pharmacies, mais quelque part, le pharmacien ne joue pas son rôle de conseil comme il le fait pour les médicaments. Et ça pose un problème aux producteurs parce qu'ils doivent, disons, supporter les pharmaciens dans cette activité de conseil et d'information. Merci. On a une autre question de Pierrick qui demande quelle est la différence entre concessionnaire et grossiste. Alors, en fait, l'industrie pharmaceutique confie généralement toute sa logistique à un concessionnaire, voire 2 ou 3 et pas plus. Et ce sont ensuite les concessionnaires qui vont s'adresser aux grossistes répartis au niveau provincial sur l'ensemble du territoire qui vont livrer les pharmacies. Donc, les concessionnaires sont beaucoup moins nombreux et travaillent en exclusivité avec les labos pharmaceutiques. Alors que les grossistes vont travailler avec pratiquement tous les concessionnaires. Ça a répondu à votre question, Pierrick. S'il y a d'autres questions, surtout n'hésitez pas à intervenir. Même si ce n'est pas pour poser une question, peut-être que vous pouvez partager votre expérience avec les autres participants. Si vous travaillez déjà sur le marché italien, n'hésitez pas à partager vos expériences. Alors, on a une autre question. Est-ce que vous pouvez donner, Frédéric, quelques noms de concessionnaires? Le plus gros, c'est Alliance. Mais il faudrait que je vous redonne je vous les enverrai. Je vous les enverrai. On va revenir vers vous après le webinaire et puis on va vous donner la liste de ces concessionnaires, Pierrick. Alors là, il y a une question de Catel. En fait, non, il n'y a aucune obligation de passer par des concessionnaires et des grossistes. C'est juste un choix logistique. Et d'ailleurs, un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques ont décidé de gérer eux-mêmes leur distribution et livrent directement les pharmacies. Et c'est la même chose également pour le dermocosmétique. L'avantage du grossiste, c'est que il y a une obligation de loi pour les médicaments à livrer les pharmacies dans des délais très courts. Je ne connais plus exactement les délais, mais on est de l'ordre de 24 heures. Et du coup, sur le médicament, l'activité du grossiste est pratiquement encore un peu protégée.
Pourquoi les laboratoires pharmaceutiques décident de gérer eux-mêmes leur logistique? C'est que dans un prix d'un médicament remboursé, il y a disons une répartition de la valeur ajoutée qui est prévue par la loi, donc avec un pourcentage reconnu au producteur, un pourcentage au circuit de distribution intermédiaire, et puis ensuite la marge du pharmacien. Et donc, si un laboratoire décide de gérer seul sa distribution, il peut conserver la marge qui était destinée aux concessionnaires et aux grossistes. Mais ce n'est pas un passage obligé. On a encore une autre question. Est-ce que les pharmacies livrent les hôpitaux? Non, c'est le contraire, dans le sens où on assiste maintenant, puisqu'il y a les médicaments de classe H ne peuvent être délivrés que par des hôpitaux. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, les patients qui avaient besoin de thérapies particulièrement avancées ou coûteuses ou dangereuses devaient se rendre à l'hôpital pour récupérer leurs médicaments. En raison de la crise Covid, mais également avant, en raison parfois de distances importantes entre les patients et leur hôpital, les hôpitaux commencent à charger les pharmacies de la distribution de ces médicaments de classe H. Dans certains cas, les pharmacies peuvent, mais c'est très rare, livrer les EHPAD. On avait regardé ça avec Clara pour une entreprise. Si je me souviens bien, les pharmacies hospitalières plutôt livrent les EHPAD généralement. Merci Frédéric. Je ne vois pas d'autres questions, donc on peut peut-être poursuivre sur la diapo suivante. OK. Donc, au niveau des médicaments, on a une dépense qui est supportée à 76% par le système sanitaire national et pour le reste par les patients. Avec bien sûr les OTC, mais également avec parfois des tickets modérateurs que les patients doivent payer lorsqu'ils utilisent un médicament partiellement remboursé par le système de santé publique. L'agence qui régule l'activité du médicament est l'AIFA, basée à Rome. Elle détermine les autorisations de mise sur le marché, mais également le classement des médicaments. Donc, en fait, en Italie, vous avez 3 classes, que je le disais, la classe A remboursée, ou plutôt, ce n'est pas remboursé, puisqu'il n'y a jamais une avance de dépense de la part du patient, mais plutôt acheté par le système de santé publique. La classe, et quand ils sont en classe A, ils peuvent être vendus en pharmacie. La classe H fournie par les hôpitaux et la classe C qui est à la charge du patient. Un médicament est remboursé uniquement si l'AIFA décide qu'il mérite d'être remboursé. Et dans ce cas-là, il y a une négociation entre l'AIFA et le producteur ou le distributeur du médicament, qui va non seulement déterminer le prix du médicament, le prix d'achat national qui va s'imposer à toutes les régions. Le prix du médicament sera fixe, mais il va également déterminer un plafond de dépenses pour un budget annuel pour ce médicament. Lorsqu'on présente un médicament qui existe déjà sur le marché, à ce moment-là, le producteur peut vendre le médicament au prix qu'il souhaite le vendre, mais il ne sera remboursé qu'à hauteur du tarif que l'AIFA a négocié pour le médicament équivalent. Ce médicament équivalent, ça peut être un médicament générique. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le patient va aller dans sa pharmacie en ayant une ordonnance de son médecin? Son médecin a l'obligation
d'indiquer le principe actif du médicament. Donc, le pharmacien va lui dire, ce médicament-là, tu l'as en générique, je ne sais pas, Mylan, et c'est gratuit, totalement gratuit pour toi. Ou tu peux avoir le médicament Bayer, il faudra que tu payes 1 € en plus, ou le médicament Sanofi, et tu devras payer 1,50 € en plus. Choisis ce que tu veux. C'est encore une réticence italienne. Le marché du médicament de marque est encore très important malgré les efforts que fait l'État, parce que beaucoup de personnes n'ont pas confiance dans les médicaments génériques. Il y a un autre accès pour obtenir le remboursement des médicaments, c'est l'accès précoce aux médicaments. Si vous avez un médicament particulièrement innovant et qui est déjà remboursé dans un pays important, considéré comme une référence, ça peut être un autre pays de l'Union européenne, ça peut être les États-Unis, alors vous avez différentes possibilités pour obtenir le remboursement de ce médicament. Il y a un fonds spécial de l'AIFA dédié à cette procédure rapide avant que les commissions d'évaluation se soient réunies au niveau national, ce qui prend parfois plusieurs années. Et puis, il y a également l'usage conventionnel qui est un usage gratuit. Donc, on a des laboratoires qui mettent à disposition des patients des médicaments innovants gratuits afin d'en développer la culture auprès des médecins et des hôpitaux en Italie et accélérer la procédure de remboursement qu'ils ont lancée en parallèle auprès de l'AIFA. Je vous le disais, lorsqu'un médicament est introduit en Italie, il y a une négociation de prix, mais également une négociation de budget. Globalement, en Italie, que ce soit pour les médicaments ou les dispositifs médicaux, il y a une procédure de payback qui fait que lorsque la vente, un budget d'un médicament a été dépassé, puisque l'État ne peut pas contrôler au jour le jour la dépense en médicaments des régions, chaque région étant autonome. En fin d'année, l'AIFA récupère les budgets dépensés pour un médicament spécifique auprès de chacune des régions. Et si le budget a été dépassé, le dépassement doit être payé à 50% par le laboratoire pharmaceutique. C'est un sujet récurrent pour les laboratoires pharmaceutiques en Italie, pas tellement sur une question de principe, mais sur une question de mise en œuvre, parce que l'État rarement a la possibilité de savoir exactement ce que les régions ont dépensé, et donc il y a un contentieux énorme sur le payback en Italie de plusieurs centaines de millions d'euros, et ça depuis… je dirais qu'actuellement, on est en train d'apurer la situation de 2017. Et donc, ça ne concerne que les big pharma, ça ne concerne pas les petits laboratoires. Je continue je passe donc aux dispositifs médicaux. La dépense est de 11 milliards. Vous en avez 7 milliards, 5 qui sont pris en charge par le système sanitaire national. Dans les dispositifs médicaux, il y a tout, de la seringue au robot de diagnostic, au lit d'hôpital, etc. Les organes nationaux de référence sont donc le ministère de la Santé, l'Institut supérieur de la santé et la GENAS, qui a le rôle maintenant d'évaluer l'intérêt thérapeutique qu'un nouveau dispositif représente pour la santé publique et décider ou non son introduction dans les parcours thérapeutiques des patients, et donc la possibilité pour les régions d'acheter ou de ne pas acheter ces dispositifs. Les dispositifs sont classés, mais je crois que c'est
un classement européen en 4 classes, selon le niveau de danger qu'il représente pour le patient, en sachant que la classe 1 ne doit pas faire l'objet de certification publique, mais uniquement du marquage CE, qui est une auto-certification de la part des producteurs. Là, on est revenu en arrière, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pourrez revenir? Voilà. OK. La particularité par rapport aux médicaments, c'est qu'il n'existe pas de tarif national pour les dispositifs médicaux. C'est-à-dire qu'on enregistre tous les médicaments et tous les dispositifs médicaux doivent être enregistrés au niveau national. Et ensuite, si on veut que notre dispositif soit acheté par le système de santé public, il faut faire également un enregistrement dans les répertoires régionaux de chaque région. C'est la condition obligatoire pour qu'il puisse être acheté par les hôpitaux. Pour que cela se passe, en fait, il faut avoir une action. Pour avoir une chance d'avoir un remboursement, au niveau national, on a tout intérêt à entrer dans un diagnostic related group, donc un parcours thérapeutique qui préconise l'utilisation d'un test, d'un diagnostic, d'une technologie particulière pour traiter une pathologie. Et puis ensuite, au niveau local, il faut faire toute une activité d'information des hôpitaux et des médecins au sein des hôpitaux qui vont ensuite pouvoir acheter, commander le dispositif. Là, dans le cas des dispositifs médicaux, il n'y a pas de plafond de dépenses par dispositif parce qu'il y a trop de classes et de typologies de produits, mais il y a un payback. Le payback, il est calculé en pourcentage, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des dispositifs médicaux, on voit quelle a été la dépense annuelle au niveau de l'État, l'excès au-dessus du budget que l'État s'était fixé va être réparti à 50% entre tous les producteurs de dispositifs médicaux à hauteur de leur part de marché en Italie. Et là encore, un contentieux important. Et bien sûr, le payback ne concerne que les producteurs de dispositifs et de médicaments qui sont remboursés. Si vous avez un dispositif qui est acheté, qui est vendu en pharmacie ou dans un magasin de produits sanitaires directement aux particuliers, vous ne serez pas impacté par le payback. Comment se passent les procédures d'achat? En fait, près de 35% de la dépense publique de santé passe. Alors, je vois un message de Catel. Quel est le délai et le budget pour enregistrer un dispositif? Alors, le budget, il faut. Il y a des frais qui sont directement de l'État. Ils sont relativement faibles. On est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Par contre, c'est une procédure qui peut être longue avec des interactions avec le système public, du ministère, de l'ISS, qui peut demander des précisions. Donc, généralement, les producteurs utilisent des services de consultants privés qui peuvent être assez chers et de l'ordre de 5 à 10 000 euros. Après, ça dépend si on a plusieurs dispositifs à enregistrer ou pas, si on a une relation continue avec ces cabinets spécialisés dans le réglementaire. Je reviens sur les procédures d'achat. Donc, un montant important par les appels d'offres qui représente 35% des dépenses publiques. C'est très important parce qu'une fois qu'on a enlevé les salaires du personnel médical, on voit qu'une bonne partie des achats de médicaments et de dispositifs
dits remboursés passent à travers des appels d'offres. Les structures qui lancent les appels d'offres et décident des achats peuvent être de différents niveaux. Ça peut être directement un hôpital, ou alors ça peut être son ASL, la ASL d'appartenance. Ça peut être la centrale d'achat régionale et dans des cas très particuliers de produits qui sont des utilities, par exemple où il y a une urgence, ça peut être par exemple des seringues. On peut avoir l'agence nationale, la CONSIP, qui pourrait lancer un appel d'offres au niveau national, mais c'est très rare. Même si l'État a la volonté de récupérer la gestion des appels d'offres au niveau de la CONSIP, en fait, ça ne monte jamais au-dessus de la centrale d'achat régionale. La particularité de ces appels d'offres, c'est qu'ils ont tendance à être de plus en plus importants et intégrer un acte médical complet qui va intégrer à la fois du médicament, du service, des dispositifs. Donc, ça va être par exemple, on va lancer un appel d'offres pour la prise en charge du patient diabétique à domicile. Et donc, il faudra fournir les médicaments, d'abord les personnes qui iront à domicile, les médicaments et les dispositifs. Et pour faire cela, les producteurs ou les distributeurs s'organisent au sein d'associations temporaires d'entreprises pour pouvoir répondre ensemble à un appel d'offres important. Ces associations sont temporaires parce que une fois que l'appel d'offres a été disons, attribué, l'association n'existe plus, sauf pour les personnes, pour la personne qui, la TI qui s'est vu attribuer le contrat. Et les partenaires changent d'un appel d'offres à l'autre. Donc, aujourd'hui, vous êtes partenaire sur un appel d'offres. Demain, vous pouvez être en concurrence sur un autre. Les procédures d'achat, vous voyez qu'il y a un seuil de gré à gré en dessous de 40 000 euros. En fait, dans certaines régions et sur certains produits, on a des niveaux qui sont très importants d'attribution de contrats de gré à gré, en particulier dans le sud, avec donc une concurrence qui n'est pas pas de mise en concurrence. Et des tarifs généralement qui peuvent varier aussi, en particulier uniquement sur les dispositifs, de façon très importante d'une région à l'autre. On peut avoir des différences de 1 à 2, voire de 1 à 3 sur certains achats de dispositifs médicaux. Je continue. Alors, les dépenses privées. Excusez-moi, Frédéric, avant de passer à la diapo suivante, on avait une question sur les magasins qui vendent du matériel médical. Est-ce que vous avez une idée du nombre de magasins hors pharmacie? Je pense que Clara… c'est hyper difficile de les quantifier parce que idéalement, on peut compter… si on compte un magasin de matériel médical par ville, ça vous donne une idée. Nous, on les appelle sanitaries. Donc là, ce sont déjà des points de vente indépendants. Donc, il n'existe pas de chaîne pour ce type pour cette typologie de points de vente. En Italie, vraiment, il n'existe pas. Hein. Ils sont tous de points de vente indépendants qui revendent en fait de matériel médical de toute typologie. Et ils ont des dimensions généralement petites et moyennes. Il n'y a pas de gros sanitaires, même dans la ville de Milan ou de Rome, par exemple. Donc, il serait pratiquement impossible de les quantifier. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Eric, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Je pense
Bah, vraiment, aucune idée du nombre parce que je vous dirais, pour être réaliste, il faut compter un magasin, une sanitaria par ville. Voilà, ça vous donne pas trop dans les sud, disons dans les nord et dans les centres, dans les régions du nord et du centre, il faudrait compter une sanitaria par ville. Et je répète, à combien de villes? Il faut que je cherche sur Internet. Je n'ai pas en tête les nombres. En fait, généralement, les sanitariés ont un rayon d'achèvement qui est de l'ordre de 30 km autour de leur point de vente. Donc, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs centaines. Plusieurs centaines. On essaiera de revenir vers vous, Pierrick, avec plus de précision là-dessus. On va creuser un petit peu le sujet et puis on vous fera une réponse par mail si ça vous convient pour répondre à ces questions-là. Voilà, et donc ça veut dire aussi que par exemple, quand on vend des produits destinés aux EHPAD, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que l'essentiel de l'activité des distributeurs consiste à distribuer leurs produits auprès des sanitaires, des sanitariens, et seulement marginalement de travailler avec les EHPAD. Il n'y a pas de fournisseur exclusif pour EHPAD. Sur la dépense privée, donc on a à peu près 24% de la dépense. Il y avait une autre question, Frédéric, de Catel. Est-ce qu'il existe une liste des centrales d'achat régionales? Est-ce qu'on peut consulter sur Internet, par exemple, la liste de ces centrales d'achat? On les trouve en ligne. Je ne sais pas si c'est consolidé au niveau national. Je pense qu'on les a. Non, ils ne sont pas consolidés au niveau national. Il faut tout simplement les chercher sur Google. C'est vraiment basique et simple, je me rends compte, mais c'est un peu la particularité du marché italien. Donc, il n'existe pas comme dans d'autres pays des informations, disons, classées, organisées et structurées, même au niveau de la santé publique, qui peuvent être disons, disponibles et consultables à tout le monde et gratuites. Donc, c'est vraiment à chaque fois, si vous voulez, une recherche très ponctuelle, très précise. Donc, les listes ne sont pas, comment dire, publiques. Il faut toujours chercher la centrale d'achat régionale correspondant à la région de notre intérêt. Voilà. Par contre, il existe des sites agrégateurs d'appels d'offres auxquels on peut s'abonner, qui font remonter tous les appels d'offres de toutes les régions ou même de toutes les ASL ou de tous les hôpitaux. Donc ça existe. Donc, vous avez la liste de ces sites web, on pourrait les transmettre après le webinaire aux participants, ce serait intéressant pour eux. Oui, il y en a beaucoup parce qu'en fait, quand il y a un appel d'offres, il doit être enregistré sur la Gazette officielle. Donc, en fait, après, ce sont des agrégateurs qui vont faire absorber l'information de la Gazette officielle et vont le rendre disponible. Donc, il y a plusieurs providers qui proposent ces services. On pourra vous envoyer un ou deux noms, oui, bien sûr. Si. Et Catel rebondissait sur les centrales d'achat là tout à l'heure et demande quelle est l'importance des marketplaces. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On avait fait une recherche récente sur les plateformes B2B en général en Italie, pas spécialement sur le domaine de la santé. Et c'est une pratique qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore diffusée en Italie. Et dans le domaine de la santé, si vous voulez, l'obligation d'enregistrer les médicaments, les dispositifs, l'obligation pour les dispositifs d'être enregistrés sur les répertoires régionaux fait qu'en fait,
les personnes qui décident des achats vont avant tout regarder les répertoires régionaux parce qu'ils ne peuvent acheter que les produits qui sont dans leur répertoire régional. Et ce qui ne veut pas dire que dans la dépense privée, qu'elle soit faite de la part par exemple, de particuliers ou je pense aux EHPAD, l'e-commerce se développe également. Il y a des opérateurs qui vendent sur catalogue, en particulier aux maisons de retraite. Mais les marketplaces destinés à la santé publique, ça n'existe pas. D'accord. Donc, les dépenses privées importantes en Italie, 24% de la dépense totale, essentiellement payées directement par les patients, sans prise en charge par des mutuelles. Je voulais dire, en 78, certaines mutuelles ont fait faillite. Depuis, à la fois l'État, mais également les patients, les particuliers avaient une réticence et une peur des assurances. On voit qu'aujourd'hui, uniquement 7% de la population a une assurance santé privée. Et c'est la même chose pour encore plus fort pour le long-term care, donc la prise en charge de la partie hôtelière des maisons de repos par une assurance sont extrêmement peu fréquents. Et on ne voit même pas une tendance au développement parce que, d'une part, il n'y a pas la culture de l'assurance en Italie, mais ensuite, la crise économique du Covid 2020 fait qu'on voit même une baisse du niveau de couverture des assurances, c'est-à-dire que les gens interrompent leur couverture. On a même vu des cas où des familles retiraient les personnes âgées, par exemple, d'une EHPAD parce qu'ils n'arrivaient plus à payer le tarif journalier et ça leur permettait de bénéficier de l'aide d'accompagnement mensuel des 520 € que je vous indiquais. Donc, les dépenses privées des Italiens sont payées directement de leur poche par les Italiens. Il y a très peu de prise en charge de prestations sociales. Ces prestations sont réservées vraiment aux plus démunis. Il faut remplir une déclaration qui va prendre en compte l'ensemble de la situation familiale, l'ensemble des revenus et des propriétés et qui va déterminer, je crois qu'on a un revenu annuel inférieur à 12 000 €, y compris la rente théorique, par exemple, de sa propriété, son habitation principale. Donc, c'est extrêmement difficile, ce qui fait que tous les soins qui peuvent être en France considérés comme des soins de santé et qui en Italie sont considérés comme des soins de welfare ne sont pas pris en charge. Par exemple, après un accident orthopédique, le médecin, ou plutôt l'hôpital, va prescrire un certain nombre de séances de physiothérapie, par exemple, qui va être fait à domicile par un prestataire privé, mais il va prendre, par exemple, un cycle de 3 ou 4 séances, alors qu'en France, on est au moins au double. Et ensuite, le prestataire sera payé pour ses prestations 7,50 € pour une demi-heure d'intervention. Donc, on voit bien que c'est distribué au compte-gouttes et de façon vraiment marginale. Et du coup, les particuliers complètent la dépense et, en finançant eux-mêmes une partie des soins. Je continue. Donc, voilà. Revenons en arrière sur l'e-santé. C'est un sujet dont on parle beaucoup en Italie dernièrement, comme on parle d'ailleurs en France. Mais la particularité, c'est que au-delà de l'aspect de la régionalisation et du coût de
la fragmentation du marché, c'est qu'il n'existe pas un cadre juridique national et une reconnaissance par les systèmes sanitaires nationaux de services digitaux et donc de remboursement. Il y a des travaux en cours actuellement sur l'exemple de régions et de provinces autonomes du Nord-Est, la Vénétie, la région de Trento et de Bolzano, qui avaient décidé d'aller au-delà des indications nationales et de reconnaître un certain nombre de services digitaux et de les financer. Et tout ça va prendre du temps pour que ça soit généralisé au niveau national. Et d'autant plus que la priorité va être donnée à un certain nombre d'applications qui sont celles que j'ai indiquées à gauche. D'abord, le dossier médical du patient. C'est quelque chose qui existe au sein de la plupart des hôpitaux, mais on arrive parfois avec des formats différents au sein du même hôpital, c'est-à-dire que le département d'orthopédie n'a pas forcément le même dossier médical que celui de maternité, par exemple. Et ensuite, il faut ensuite centraliser ces données au niveau régional dans ce qu'on appelle le fascicolo sanitario elettronico, et que ces données ensuite soient répatriées au niveau national. Donc tout ça, c'est le premier chantier de l'e-santé pour l'Italie, c'est l'informatisation du système de santé. On a ensuite des secteurs d'application importants, comme l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic. Ça, c'est plus facile parce que c'est très localisé et donc on peut déjà aujourd'hui vendre des solutions de ce type-là aux hôpitaux. De même que des solutions de visualisation en 3D pour l'assistance en chirurgie. Il faut rentrer à travers des projets pilotes pour qu'il y ait un lobby au niveau régional et que la pratique soit généralisée, parce que probablement le dispositif, le logiciel, un logiciel par exemple d'intelligence artificielle, c'est un dispositif médical, il va être enregistré, mais probablement il n'aura pas passé toute la phase d'évaluation pour être immédiatement disponible à l'achat au niveau national. Donc, l'entrée se fait de l'autre côté, il se fait au sein des hôpitaux. Là, tout ce qui est télévisite, téléconsultation, télécoopération, on voit que ce qui va aller plus vite, ça va être la télécoopération entre les médecins pour s'échanger des informations. La télévisite, c'est probablement, ça sera probablement difficile à mettre en place, même si ce sera plus facile que la téléconsultation. La télévisite, c'est en gros le follow-up d'une thérapie par un médecin traitant, alors qu'il y a eu une consultation physique. La téléconsultation, c'est quelque chose qui ne verra pas le jour dans les prochaines années. Et puis, il y a les digital therapies, qui est quelque chose sur lequel un certain nombre d'opérateurs sont en train de pousser. En Italie, ça va être pris en charge par les big pharma qui non seulement vont vendre leurs médicaments, mais vont vendre les digital therapies qui vont avec et avoir comme ça augmenter la valeur ajoutée de leur traitement, mais surtout essaye de profiter de cette approche-là pour lutter contre les médicaments génériques qui n'offriront pas le service de follow-up de la thérapie. Ceci dit, il y a quand même des expérimentations qui concourent en Italie. Le Politecnico de Milan a recensé 200 expérimentations d'e-santé au cours des 3 dernières années menées par des ASL, mais tout ça est fait très localement et pas du tout coordonné. Comme le secteur de la santé n'a jamais travaillé beaucoup dans le domaine de la santé, le ministère s'appuie sur une agence qui est l'agence italienne pour l'Italie digitale, qui a l'objectif de recenser les best practices au niveau international et de
travailler avec le ministère pour voir quelles sont les solutions digitales qui pourront être intégrées et remboursées par le système de santé. Voilà. Donc, quelles sont les opportunités? À moins que vous ayez des questions sur la présentation, je passe maintenant sur 2 slides sur les opportunités. Il n'y a pas de questions, non, Frédéric, donc vous pouvez poursuivre. D'accord. Au niveau des opérateurs français, et on le voit dans les accompagnements qu'on a et dans le feedback qu'on a des filiales françaises installées en Italie, on voit que l'innovation est le trend qui pousse le développement de la santé, du marché de la santé en Italie. Donc, tout ce qui est médicaments innovants, liés par exemple à la prise en charge de l'oncologie qui bénéficie de fonds spécifiques, mais également les maladies rares, les maladies chroniques. Tous au niveau des technologies, donc des dispositifs, toutes les solutions qui sont destinées à l'hôpital, qui concentrent l'essentiel de la dépense publique, les services d'assistance donc des EHPAD. Le système a été encore fragilisé par le Covid, avec par exemple l'interdiction pour un EHPAD d'accueillir de nouveaux patients s'il y a un seul cas avéré de Covid dans une structure. Donc, on a un taux d'habitude de remplissement des EHPAD italiens qui était aux alentours de 95%. On est descendu maintenant en moyenne à 70%. C'est-à-dire qu'entre les décès et la non-admission de nouveaux patients, soit par des problèmes sanitaires, soit des problèmes financiers de la part des familles, on a beaucoup d'EHPAD indépendants, en particulier associatifs, qui sont en grande difficulté. Et donc, on va avoir une accélération du rachat par des grands groupes internationaux. l'e-santé, je vous l'ai dit, tout ce qui est lié directement à la gestion de l'hôpital, mais également à l'adhérence au parcours thérapeutique. La mobilité, c'est quand même les éléments, le marché des sanitaires, que ce soit public ou privé, est plutôt en croissance en raison du vieillissement de la population. Il n'existe pas en Italie de salon à proprement parler de la santé. Les clusters italiens réalisent un événement annuel qui s'appelle Meeting in Italy for Life Science, qui changent de ville tous les ans. La prochaine édition aura lieu au mois d'octobre à Gênes. Et nous sommes en train de voir quelle place nous pourrions donner aux entreprises françaises qui souhaiteraient y participer. Nous sommes pour ça en contact avec le cluster de la Ligurie et celui du Piémont qui sont en première ligne dans l'organisation de cet événement. Lorsque je vois que Catel me demandait quelles étaient les maladies chroniques, les maladies chroniques, c'est l'hypertension, c'est les allergies, c'est l'arthrose, les maladies cardiovasculaires. Deuxième slide sur les opportunités, ce sont les produits qui ne sont pas remboursés. Je pense aux ETC, je pense aux compléments alimentaires sur lesquels beaucoup d'opérateurs français essayent de se positionner parce que le marché italien est le premier marché des compléments alimentaires. Là, on se retrouve avec une difficulté de fond, c'est qu'on trouve une forte concurrence parce que le niveau technologique pour, en particulier, les compléments alimentaires n'est pas très, très élevé. Et du coup, attendez, voilà. Du coup, on a une concurrence locale assez importante qui est plutôt en croissance, et puis une concurrence étrangère qui se fait dans le domaine de la santé, souvent à travers des filiales. Dans le domaine de la santé, je pense qu'on a
des distributeurs qui contrôlent une part de marché et de, je dirais, 25% du marché, tout confondu. Dans le pharma, bien sûr, encore beaucoup moins. Et cette part de marché a tendance à être érodée parce que, on le voit, la concentration des appels d'offres au niveau des centrales d'achat fait que on se base sur les prix et qu'il n'y a pas forcément la marge pour le distributeur, parce qu'il y a tout un travail d'access marché à faire auprès des hôpitaux et que les distributeurs n'ont pas souvent la structure commerciale adaptée. Et puis parce que le besoin maintenant qu'on ressent beaucoup, en particulier pour les produits vendus en pharmacie, c'est que si jusqu'à présent la préoccupation du distributeur était de faire du selling, de vendre les produits aux pharmaciens, la nécessité maintenant, c'est de faire du sell-out et donc des actions marketing auprès du grand public, et que les distributeurs n'ont pas la structure financière suffisante pour le faire. Donc, les distributeurs ont plutôt tendance à se positionner maintenant comme des partenaires qui mettent à disposition leur force de vente, leur capacité logistique, leur capacité, par exemple, de facturation avec de la TVA, etc. Et demandent aux fournisseurs de s'occuper du marketing, ou de mettre à disposition du distributeur un budget marketing dédié. Au niveau des dispositifs digitaux endossables qui ne sont pas intégrés dans un parcours thérapeutique clairement identifié et pris en charge par le système de santé, on a aujourd'hui un excès d'offres avec un peu un grand écart entre des leaders de marché qui bénéficient d'une aura. Je ne sais pas, si on parle des montres connectées, on estime qu'il y a à peu près 3,5 millions d'Italiens qui ont une montre connectée, un Italien sur 3 qui est prêt à acheter une montre connectée, mais le gros du marché va s'adresser soit à Apple, à Samsung, à Fitbit, ou alors complètement au niveau low cost, avec des solutions qui sont vendues bien sûr en ligne par Amazon, mais également par d'autres sites asiatiques, ou alors même en supermarché ou dans les discounts qui sont très importants en Italie et qui, pendant la crise, ont connu un fort développement de leur clientèle. Et les dispositifs médicaux sont un peu comme les apps. Donc, si on a des produits qui sont non remboursés en Italie, on voit que de plus en plus, la solution pour affronter le marché italien, c'est de prendre en charge sa propre distribution en Italie en mettant en place une structure commerciale sur une ou deux régions, qui peut être le fait d'un VIE, d'un commercial à plein temps, un agent éventuellement plurimandataire, mais qui aurait un fixe sur une activité marketing importante en lancement de produits sur le marché italien. On a de la place pour les distributeurs uniquement si on a un produit vraiment unique, innovant à présenter. Une bonne plateforme pour se faire connaître, c'est le salon Cosmo Pharma à Bologne, qui est prévu en septembre. On ne sait pas si en septembre, ça pourra encore déjà se faire en présentiel. Disons que c'est le rendez-vous des pharmaciens qui viennent voir les nouveautés sur le marché italien, et plutôt des nouveautés santé, même s'il y a quelques marques de dermocosmétiques, mais disons que la dermocosmétique va plutôt sur un salon comme Cosmoprof, donc Cosmo Pharma est un salon vraiment intéressant. Voilà, donc ce que je peux vous dire de façon assez générale, en prenant tous les éléments d'un puzzle qui est extrêmement vaste et complexe. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants? Peut-être que vous voulez rebondir sur les derniers propos de Frédéric
avant que l'on clôture ce webinaire, il est 11 heures, on est bien dans le timing. Si vous n'avez pas de questions tout de suite, hein, comme je le disais au début de ce webinaire, on est à votre disposition pour approfondir certains points. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mot à Catel, un mail, et puis on organisera facilement une visio avec Frédéric et puis et Clara, si besoin d'ailleurs. Mais n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, on est à votre entière disposition. Avant de nous quitter, j'aimerais vous demander une petite minute à consacrer, s'il vous plaît, au questionnaire de satisfaction sur lequel vous allez tomber lorsque vous allez sortir de ce webinaire. Il y a 10 petites questions auxquelles je vous demanderai de répondre, s'il vous plaît. C'est vraiment important pour nous d'avoir vos retours, vos suggestions. Important pour nous, BCI, mais aussi important pour nos intervenants, d'avoir vos suggestions, vos appréciations sur la qualité du webinaire, et puis avoir aussi vos idées de thématiques pour de prochains webinaires. S'il y a des choses, des points particuliers que vous souhaiteriez que l'on aborde lors de prochaines réunions d'information, surtout n'hésitez pas à le mentionner sur le questionnaire. Sincèrement, ça prend 1 minute et il y a 10 petites questions auxquelles vous pouvez répondre. Donc, merci par avance de prendre ce temps pour répondre au questionnaire. Merci encore une fois, Frédéric, pour cette intervention très intéressante de ce matin. Merci beaucoup. Merci à Clara également. Merci Karen. Merci à vous. Regroupez les questions si vous voulez. Et puis, d'ici une semaine, vous pouvez les envoyer. On verra ce qu'on pourra vous donner comme élément de réponse, genre le nombre de magasins de produits sanitaires vendus en… Ça, j'ai noté toutes les questions qui ont été posées pendant le webinaire. Je les ai notées, donc on va y répondre très rapidement. Et puis ultérieurement, s'il y a d'autres questions complémentaires, encore une fois, envoyez-moi un mail ou envoyez un mail à Catel et puis on vous répondra rapidement. Merci à toutes et à tous. Le prochain rendez-vous, mercredi de la santé, ce sera le 26 mai prochain. On abordera le marché de la santé au Moyen-Orient. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à le faire. Vous allez dans l'agenda sur le site web de BCI. Les inscriptions sont encore ouvertes, évidemment. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.